Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Écoutez, aujourd'hui, on va faire comme d'habitude le point hebdomadaire sur la crypto-monnaie. Alors, je suis désolé, j'ai pas pu faire le point au final dans la semaine sur VeChain et tout, donc vous l'avez vu, j'ai pas fait de vidéo, je n'ai pas eu le temps. Donc je me rattrape aujourd'hui, je vais mettre le paquet sur la crypto, sur les projets VeChain, Ondo, XRP, donc j'en parlais cette fois, c'est sûr. Il n'y a pas de souci. On va parler également du Bitcoin, bien évidemment, avec des bonnes nouvelles sur les chiffres, les ETF, également Bitcoin, mais également Ethereum, bien évidemment. Et on fera le point également sur l'actualité économique, comme d'habitude. Voilà, donc je retrouve le format habituel tel que vous connaissez, avec une vidéo qui va durer, je pense, plus d'une heure, ou un peu moins, enfin j'en sais rien, parce que je la fais en live, en direct. Bon, donc, c'est parti, écoutez, si vous êtes chaud, écoutez, on y va jusqu'au bout, un petit café, un petit sandwich, et vous vous posez confortablement, et on y va. C'est parti avec le rapport de Farsight Investor sur le Bitcoin, et regardez-moi ça, on est encore un peu dans le positif, on a eu quelques journées, c'est-à-dire 21, 22 et 23 juillet, on a eu des sorties de capitaux avec 131, 68 et 85 millions de dollars respectivement de capitaux sortants sur les ETF Bitcoin, mais on voit que tout ça a été largement rattrapé sur le 24 et le 25 juillet, puisqu'on a 226 et 130 millions de dollars qui sont revenus dans la course. Donc on voit que globalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les capitaux sont toujours entrants sur les ETF Bitcoin Spot. Voilà, donc quelque part, le bull run institutionnel, je dis bien institutionnel, continue. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle. Je continue et c'est là où c'est frappant. Donc on a vraiment une rotation de liquidité qui est de plus en plus officielle. C'est bien sûr les chiffres sur Ethereum de son côté avec les ETF toujours donc de la part bien évidemment des institutionnels. Et regardez-moi ça. On n'a jamais eu, je crois, depuis l'histoire du lancement des ETF Ethereum Spot, on n'a jamais eu un tel tableau avec des chiffres qui battent littéralement le Bitcoin à plate couture. Et ça, c'est une première. Je répète, déjà la semaine dernière, vous avez dit j'étais très surpris de ces chiffres, c'est du jamais vu, clairement. Et là, regardez, on a même atteint un total de 9,3 milliards de dollars injectés sur les ETF Ethereum. Donc à ce rythme-là, on va rattraper, alors on a encore un peu de marge, on fait un x5 avant de rattraper les capitaux investis dans le Bitcoin, mais au rythme où ça va, on va effectivement rattraper, bien évidemment, les capitaux injectés sur le Bitcoin. Puisque là, regardez, cette semaine, on a injecté plusieurs milliards déjà dans les ETF Ethereum, alors que le Bitcoin, ça a été plutôt, on va dire, entre 500 et 1 milliard maximum injecté cette semaine. Donc là, ça va très 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 vite pour, pour Ethereum au final. Et effectivement, ça va de pair avec les nouvelles donc de journaux dans la semaine hebdomadaire. On a des institutionnels, des entreprises également qui annoncent investir à coût de centaines de millions de dollars de trésorerie en fait dans Ethereum et non pas dans Bitcoin. C'est là où on se dit effectivement il se passe quelque chose sur les altcoins et quand on a ce genre de nouvelles, en fait, on est officiellement dans une altcoin season. Voilà, on n'a pas encore les résultats, je pense, des prix explosifs sur. Alors, on l'a eu à un moment, mais pour ceux qui ont déjà connu des cycles passés avec des vrais altcoin season, notamment en 2020 voire en 2017, ce qu'on a connu en termes de prix, d'augmentation des prix, ce n'est rien. Là, ce qu'on a connu actuellement. Bon, une vraie altcoin saison, c'est du plus 10%, voire 20% pour chaque altcoin, ou du moins les plus gros, les plus prometteurs, ou les mêmes coins même. Ça dépend vraiment de la hype, etc. et de plein de facteurs. C'est du 20% par jour de prise de profit, quoi. Bon, donc là, on n'a pas encore connu ça. On a eu une semaine poussive. On a eu le Ethereum qui a fait un plus 50% aller sur entre 50 et 100% sur une semaine. Mais c'est pas encore flagrant. Alors après, est-ce que l'arrivée des institutionnels a pas temporalisé un peu tout ça et donc déformé ce qu'on a l'habitude de voir dans les altcoin season, on le voit même pour le Bitcoin, se comporte plus totalement comme dans les précédents cycles. Tout est plus long. Donc la phase de latéralisation et d'accumulation est plus longue, la phase de distribution est plus longue. Bon, donc à voir.
À voir si la altcoin season, d'un coup ça va péter le feu, ou alors ça va être par palier, il va falloir être patient. C'est une question que je me pose personnellement, je n'ai pas la réponse, je ne peux pas vous dire parce que je ne suis pas conseiller financier, je n'ai pas la science infuse, je rappelle, je ne connais pas l'avenir. Tout ce que je peux dire, c'est mon analyse personnelle, je rappelle, et après mon opinion, et vous, derrière, faites votre propre opinion et faites vos propres recherches, c'est très important. Bon, donc une fois que ça c'est fait, eh ben, on va également passer à Solana, parce que maintenant on a très intéressant, on a les ETF sur Solana et on a les chiffres de Farsight Investors également sur Solana. Et là, regardez, quand je vous dis qu'on est vraiment dans une altcoin season institutionnelle, je précise, eh bien c'est le cas, puisque regardez, on n'a que des flux entrants, à part le 10 juillet, donc de la semaine dernière, on n'a que des flux entrants sur Solana et un total actuel de 120 millions de dollars. Bon, donc pour l'instant c'est rien, mais en fait ces chiffres, qu'est-ce qu'ils rappellent? Ces chiffres, ils rappellent tout simplement les débuts d'Ethereum. Je vous rappelle que les premières semaines d'Ethereum, c'était à peu près ça. Voilà, on est même, à un moment, je pense, on est même sorti négatif en termes de capitaux totaux sur Ethereum. À un moment, je crois. Donc de flux sortants, quoi. Bon, allez, je continue. Donc là, maintenant, je passe aux articles. Donc avec journalgcoin.com, Bitcoin Treasury, cette entreprise britannique lève 135 millions de dollars pour acheter du Bitcoin. Donc on voit bien que ça continue. La hype et le FOMO institutionnel sur le Bitcoin continue. Donc la société cotée Satsuma Technology a recueilli l'équivalent de 135 millions de dollars pour acheter les Bitcoins et constituer sa Bitcoin Treasury. Donc là, le kiff actuel des entreprises, c'est vraiment de diversifier leur portefeuille de trésorerie, on l'a compris. Je continue cette fois avec cryptost.fr, donc un promoteur immobilier s'inspire des Bitcoin Treasuries Company pour révolutionner son marché. Un acteur majeur de l'immobilier donc au Mexique adopte la stratégie des Bitcoin Treasury Companies en convertissant ses actifs en Bitcoin. Il entend se protéger de l'inflation et réinventer la gestion de son capital. Une première dans un secteur encore largement dépendant du crédit et des taux d'intérêt. Donc là, on voit, ça y est, il y a une rotation de la liquidité, mais non plus uniquement, comme je l'ai dit, du Bitcoin vers les altcoins, parce que là, quand on parle de Bitcoin vers altcoin, on reste dans un secteur financier identique, c'est-à-dire le Web 3.0. Là, on est en train d'assister de plus en plus à une rotation de la liquidité du secteur traditionnel connu avec les crédits, effectivement, ou les monnaies fiat, euros, dollars, ce que vous voulez, les shitcoins, en gros, vers en fait les crypto-monnaies, le web 3.0, mais surtout le bitcoin et les altcoins les plus solides, entre guillemets, du moins les plus connus, comme Ethereum, Solana. Bientôt, vous verrez, il y aura les ETF sur XRP, donc vous aurez la liquidité qui va exploser sur le XRP. Ça, c'est une évidence absolue. Enfin, je suis convaincu quand je vois les partenariats que décroche XRP, on va en parler d'ailleurs derrière, ou les audits, ou les nouvelles qui s'enchaînent, très bonnes nouvelles sur Ripple et le XRP. Bref. Mais en tout cas, voilà, on voit que même l'immobilier qui s'ouvre donc à la blockchain, donc à la tokenisation d'actifs, eh bien, ça y est, maintenant commence même les promoteurs immobiliers, avec même les agences immobilières, enfin, toutes les entreprises, dans peut-être 10 ans, allez, 20 ans plus tard, suivant les zones géographiques mondiales, alors notamment aux États-Unis, eux, ils sont déjà à fond, on voit bien, mais nous, en Europe, ça mettra plus de temps, parce qu'on est les vassaux donc des Américains, donc ce que font les Américains, nous, on le fait toujours, mais avec un temps de retard. On voit bien, sur tous les niveaux. Donc là, on voit bien que il se passe quelque chose et que tout est en train de basculer quelque part. Donc là, le titre de ma précédente vidéo que j'avais fait sur le Bitcoin la semaine dernière, c'était tous les chemins en fait mènent au Bitcoin. Et bien en fait c'est ça. C'est qu'aujourd'hui donc l'économie qui est indispensable, basée sur la dette, aujourd'hui ne fonctionne plus. Donc les shitcoins comme le dollar et l'euro sont en train de se péter la figure, donc continuellement. Donc au final, eh bien, l'économie est en train de migrer vers le Bitcoin, vers les actifs à valeur refuge, comme l'or également l'argent, mais l'or et l'argent ne sont pas pratiques. Encore une fois, l'or et l'argent sont hyper importants, physiques, pratiques dans l'aspect de tangibilité, pour les personnes qui ont vraiment besoin d'avoir quelque chose dans les mains, mais la valeur refuge par excellence et la plus pratique au niveau mondial pour créer un nouveau système monétaire, c'est le Bitcoin, mais la crypto-monnaie dans son ensemble. Simplement, et on le voit bien avec les entreprises
et les institutionnels qui s'y mettent au final. Bon, allez, je continue cette fois avec des articles de Twitter notamment. Donc là, je suis sur un tweet de Bitcoin News comme vous pouvez le voir. Donc Bitcoin, Retail and Large Investors Holdings sur une année en fait de change. Donc là, qu'est-ce qu'on peut constater? Donc on a trois courbes sur le graphique. On a les prix du Bitcoin, c'est la courbe en blanc. Les en violet, ou non pas en violet, en bordeaux, on a tous les institutionnels ou les investisseurs comme les whales, donc les gros investisseurs dans le Bitcoin, et le retail en bleu, c'est-à-dire en fait les petits détenteurs de Bitcoin. Et qu'est-ce que vous constatez? Eh bien, on constate que depuis 2023, regardez, donc début d'année 2023, janvier 2023, eh bien le retail ne fait que vendre ses Bitcoins. Au point même on est passé en fait inférieur à la barre des... Alors ça, je crois que c'est en pourcentage ou en nombre de bitcoins, je ne sais pas. Mais on voit bien qu'on est même en négatif là sur la courbe. Donc le retail ne fait que vendre actuellement ses bitcoins. Voilà. Pour X raisons, j'en ai déjà parlé, parce que déjà il y a l'aspect psychologique de la barre des 100 000 euros, parce que désormais le bitcoin a dépassé la barre des 100 000 euros. Donc on a la barre des 100 000 dollars aux États-Unis qui a largement été dépassée depuis un moment. En Europe, on avait la barre des 100 000 euros qui vient d'être dépassée il y a quelques semaines. Donc je pense que le retail, la majorité des gens, comme ne savent pas comment ça fonctionne le Bitcoin, et qu'on a passé en fait des dizaines d'années, enfin dernières années, là, à rabâcher que le Bitcoin c'était pour les bandits, les criminels, les psychopathes, ce que vous voulez, eh bien tout ça fait qu'on est on est dans une situation où les gens, avec des petits portefeuilles, entre guillemets, n'ont pas le courage, n'ont pas l'envie, n'ont pas les connaissances, en fait, pour investir dans le Bitcoin et être rassurés sur le long terme. Je pense que ça, c'est typiquement européen, c'est que même français, c'est qu'on ne nous apprend pas à l'école la finance, on ne nous apprend pas à gérer un budget, on ne nous apprend pas à investir, on nous apprend juste à être des bons petits soldats. Voilà. Et à accepter l'autorité, euh, quoi qu'elle nous dise et quoi qu'elle nous demande de faire. Bon, et ça se retranscrit vraiment, c'est ça qui est étonnant, cette psychologie peut-être de marché, mais donc de société quelque part, se retranscrit sur ce graphique. En fait, donc les petits portefeuilles vendent en masse donc l'or numérique quelque part, le bouclier contre l'inflation. Et que font les institutionnels, les investisseurs aguerris, que c'est des gros investisseurs, eh bien, ils achètent en masse du Bitcoin. Regardez un peu cette courbe de fou. Voilà, on atteint des niveaux qui n'avaient pas été atteints en termes d'achat de la part des gros investisseurs, en fait, depuis 2021. 2021, 2020, 2021. Voilà. Et le pic a été vraiment soudain. Vous voyez que depuis début 2025, ça ne fait que monter. Donc il se passe quelque chose. Donc que savent ces gros investisseurs, ces baleines? Qu'est-ce qu'elles savent? Bah, elles savent que l'économie est en train justement de muter vers le Bitcoin et vers la crypto-monnaie. Bon, je continue. Toujours là pour vous dire vraiment la preuve que c'est vraiment les institutionnels qui portent actuellement le marché et non pas le retail. Eh bien, c'est ça. C'est que vous voyez là, j'ai un tweet de Cointelegraph. Donc, ça, c'est un rapport en fait de Fidelity. Vous voyez, la source est Fidelity Digital Asset Research. Donc, c'est le gestionnaire d'actifs Fidelity qui a fait cette enquête. Notamment, bah, on l'imagine par le biais des ETF. Donc, vous voyez, ça date du 22 juillet 2025, donc c'est extrêmement récent. Et donc là, regardez l'évolution en fait du nombre d'entreprises qui détiennent plus de 1000 bitcoins. Vous voyez, ça n'a fait que grimper. Donc nous étions en fait en 2018, il y avait que dalle, hein. En 2018, peut-être il y avait une entreprise qui détenait plus de 1000 bitcoins. 2025, là on a 35 entreprises. Et c'est encore ridicule, hein. 35 entreprises qui détiennent plus de 1000 bitcoins, c'est ridicule quand on voit la capacité des entreprises à investir à droite, à gauche, à coût de centaines de millions et surtout de plusieurs milliards de dollars. Parce que là, avec plus de 1000 bitcoins, vous l'avez compris, on dépasse les milliards de dollars. Bon, voilà, mais quand on connaît le nombre d'entreprises qui ont ce pouvoir d'injecter des milliards de dollars dans les investissements, on voit qu'on n'est qu'au début. Voilà, parce qu'on voit que le FOMO, la droite, ne fait enfin la courbe là,
si on fait une courbe là-dessus, sur ce graphique, ne fait que grimper. Et donc, imaginez dans 5 ans, imaginez dans 10 ans, si ce FOMO continue institutionnel, surtout qu'en parallèle, eh ben, l'euro, le dollar, le yen vont continuer de s'effondrer, l'inflation va continuer de grimper. Donc tout ça, ça va être vraiment c'est le meilleur marketing, j'ai envie de vous dire, pour le Bitcoin au final. C'est juste de suivre comment ça se passe dans la vie de tous les jours sur son compte bancaire pour comprendre que son pouvoir d'achat, que c'est le compte bancaire, mais il y a le pouvoir d'achat également qui compte, qui ne fait que baisser pour tout le monde, hein. Tout le monde est logé à la même enseigne, même les millionnaires, milliardaires, ils savent que s'ils mettent leur argent sur les comptes bancaires, ils perdent leur argent. Allez, je continue, donc toujours sur le Bitcoin, hein, et pour vous dire pourquoi, personnellement, je continue à croire énormément à ce changement en fait de paradigme financier, hein, économique et donc social derrière, c'est que là, vous voyez encore une fois le global money supply. On a atteint un nouveau record encore dépassé. Donc là, vous voyez, c'est un tweet de Cointelegraph également, donc le global money supply M2 a atteint un nouveau record. Donc, j'avais déjà fait le parallèle avec la courbe du Bitcoin il y a quelques semaines. Je vous fais régulièrement le parallèle, hein, clairement. Donc, quand le money supply augmente, la courbe des prix du Bitcoin augmente également, puisqu'en fait, le global money supply, je rappelle, c'est la totale de liquidité mondiale. Alors là, c'est estimé en dollars, hein, mais donc émise par tous les pays dans le monde, que ce soit en yuan, en euros, en dollars, etc. Donc c'est converti tout ça en dollars pour faire le calcul, mais globalement, en fait, ça ne fait que monter. Donc là, les banques centrales, les gouvernements ne font qu'imprimer de l'argent pour pouvoir financer les dettes publiques. Donc ça nous ramène à plus d'argent égale la valeur de cet argent diminue, donc augmentation de l'inflation, donc baisse du pouvoir d'achat, euh, érosion donc de la valeur de nos euros sur les comptes bancaires, etc., etc. Et donc, liquidité en plus, comme il y a plus d'argent sur le marché, cet argent doit se déverser quelque part, et en ce moment, il se déverse eh bien, sur les actifs risqués, comme on dit, mais surtout valeur refuge. Donc on le voit avec l'or, donc c'est aussi, ça explique en partie pourquoi l'or a explosé en plus des facteurs géopolitiques ces derniers mois, dernières années, enfin ces 2 dernières années précisément. Et pourquoi le Bitcoin a également explosé récemment? C'est parce que le Global Liquidity de la M2 eh bien, a explosé et ne fait qu'exploser. Donc logiquement, si on suit la logique, eh bien, vu qu'on a atteint un nouveau record sur la M2 global, on devrait atteindre un nouveau record, un nouvel ATH, dans quelques temps sur le Bitcoin, ce qui est un décalage, je rappelle, hein, de 2-3 mois entre la liquidité du Global Money Supply et le Bitcoin. Et je rappelle que comme et ça, c'est destiné à l'infini. Ce global supply, parce que les gouvernements n'ont pas le choix que d'imprimer de l'argent pour financer leur dette publique. Ils n'ont plus que ce levier d'action aujourd'hui. Et ça va aller de plus en plus vite, parce que plus les dettes sont grosses, plus les intérêts des dettes sont importantes, et donc plus il faut d'argent pour financer les dettes publiques. Vous l'avez compris, c'est un cercle vicieux en fait. Voilà, et plus l'inflation devient élevée également en parallèle. Donc il y a un moment où on va aller de plus en plus vite, donc il va y avoir de plus en plus d'argent qui va de plus en plus se déverser sur les marchés comme le CAC 40, enfin non, le CAC 40 oublié, pardon, le S&P 500 je dirais plutôt, le Bitcoin, l'or, etc. Voilà. Donc la crypto-monnaie, en tout cas le Bitcoin en particulier, a encore de beaux jours devant lui tant qu'on a cette courbe qui ne fait que grimper et tant qu'on a les mêmes politiques, bien sûr, aux manettes. Voilà. Allez, je continue. Donc là, je passe à Vétienne, hein, voilà, avec 2 semaines de retard, on va dire, sur la mise à jour. Mais ça vaut le coup, parce que regardez, là, on a un partenariat annoncé entre Vétienne et le 1,5 trillion de dollars, donc Franklin Templeton, donc le gestionnaire d'actifs, pour en fait intégrer donc la plateforme Benji, donc une plateforme tokenisée pour tout ce qui est les paiements d'entreprise. Donc ça commence. Donc là, Vétienne, quand je vous dis que on est vraiment sur un projet qui est quand même très polyvalent dans le RWA, c'est que je rappelle que là, le paquet qu'a mis Vétienne ces 2 dernières années, c'est la plateforme VBetter DAO et la tokenisation des actions réelles. Donc vous prenez votre café, ben, vous faites une photo, bref, vous êtes récompensé en crypto-monnaie. Vous faites votre gym ou votre crossfit le matin ou le soir ou peu importe, vous utilisez l'application BYB de l'UFC
parce que VeChain est en partenariat avec l'UFC, eh bien vous gagnez de la crypto-monnaie, etc. Ça, c'est la tokenisation des actions du monde réel. C'est les seuls, je rappelle, VeChain, hein, qui font ça à un niveau institutionnel. Bon, parce qu'ils ont des partenariats pour ça à un niveau institutionnel, avec l'UFC notamment. Bon, c'est quand même pas rien. Mais en plus de cela, ils ont aussi des partenariats quand même vraiment institutionnels, d'ailleurs financiers, clairement, avec Franklin Templeton, notamment officiellement. Et c'est là où c'est intéressant, parce que VeChain dans le RWA, pour moi, c'est vraiment un ovni, hein, comparé par exemple à XRP, comparé à Ondo, où eux, vraiment, on sait où ils sont, c'est la tokenisation des titres boursiers, tokenisation des banques du trésor américain, par exemple. Voilà, et ils sont cantonnés à ça. VeChain, ils sont très larges là-dessus, et en plus, je rappelle, hein, ils ont également la tokenisation des objets du monde réel, comme les sacs Louis Vuitton, hein, notamment, parce que je rappelle que Sun Yu, le PDG de VeChain, de la fondation VeChain, c'est un ancien cadre de Louis Vuitton, notamment de Chine, hein, de Chine. Voilà, alors, si je dis pas le bêtise, Louis Vuitton ou une autre marque, mais je crois que ça c'est Louis Vuitton. Donc, tout est lié, quoi. Voilà. Et je pense qu'avec la loi MiCA en plus qu'ils ont obtenu la VeChain, ils vont avoir également une grosse place en Europe. Ils sont dans la, comment ça s'appelle, tout ce qui est l'aspect de transition énergétique. Alors on y croit, on n'y croit pas, hein. On n'est pas là pour débattre de ça, mais vu que c'est un narratif actuel, ça paraît intéressant. Bon. Donc VeChain, vraiment, là-dessus, je dois avouer que c'est un des meilleurs projets dans le RWA parce qu'en plus, et c'est vrai que ça, je me posais des questions quand même, je vous l'avais dit il y a quelques semaines dans une de mes vidéos, c'était dommage parce qu'on n'avait pas de, on n'avait plus de partenariat officiel institutionnel. Ben boum, badaboum, ça y est, ça tombe. On a des bonnes nouvelles qui ressortent et ça fait plaisir. Parce que c'est vrai que depuis 2021, je rappelle que ce genre de partenariat, si je dis pas de bêtises, c'est le premier vrai partenariat officiel affiché, hein, comme ça par une revue de presse depuis 2021 et le partenariat qu'avait émis VeChain avec Salesforce notamment. Et je rappelle qu'au dernier partenariat officiel qu'avait mis VeChain, mais quelques mois après, on avait eu un ATH du VeChain à 0,21 $. Donc la question c'est, est-ce que maintenant qu'on a ce nouveau partenariat officiel, on va avoir un nouvel ATH de VeChain? Ben ça, je vous pose la question directement parce que moi je n'en sais rien. J'aimerais bien, hein, forcément, on aimerait bien, mais c'est pas sûr. Bon, allez, je continue. Donc là, toujours avec VeChain, hein, vous l'avez compris, notamment pour voir les chiffres du staking, puisque je rappelle que le projet Renaissance, ah bah oui, parce que forcément il y a ça aussi en parallèle, ils sont en train de refondre totalement leur tokenomics du projet. Donc c'est une très bonne chose. Et là, ils sont à 5,3 milliards, alors 5,28 apparemment, de VeChain stakés, justement sur avec l'achat de NFT. Oui, 9684 NFT qui ont été attribués aux stakers, je sais pas comment on appelle ça, hein, aux personnes qui ont fait ce staking et qui possèdent en fait les nouveaux nodes pour VeChain. Et donc, on a déjà 77,4 millions de VTHO qui ont été distribués avec une génération, en fait, donc journalière, hein, de 9,6 millions de VTHO par jour. Bon. Donc, on voit bien que ça marche pas mal, hein, parce qu'on a 5,3 milliards de VeChain qui ont été stickés, je vous rappelle, en quelques semaines, hein, parce que ça a été lancé début juillet. Donc, en 3 semaines, 4 semaines, eh bien, on a des chiffres quand même intéressants sur un supply maximal de 80 milliards de VeChain. Donc, je trouve que le processus, quand même, est plutôt couronné de succès quand on fait le rapport entre le temps, 5,3 milliards en un mois de staking, sur le total supply de 80 milliards. C'est assez propre, je trouve. Donc, ça veut dire que les investisseurs, voilà, les détenteurs de VeChain ont joué le jeu et ont voulu participer au truc. Ensuite, eh ben, autre nouvelle, alors là, je vous dis, dans l'écosystème est en train d'exploser. Alors, voilà, là, je suis sur VeChain statistiques. Déjà, première nouvelle, on a dépassé la barre des 10 millions. Hein. Alors, c'était la semaine dernière, mais du coup, je n'ai pas fait la mise à jour sur VeChain. Donc, vous l'avez vu, hein, forcément, on a passé la barre des 10 millions de nouveaux portefeuilles. Mais entre-temps, je sais pas, la dinguerie quand même, si vous voyez, c'est qu'en une semaine, on a atteint déjà les 407 000 nouvelles adresses.
Donc là, on est en train de faire qu'on va atteindre quasiment le million, à ce rythme-là, d'adresses toutes les 2 semaines. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte quand même la folie. Et donc on est à 64 000, là vous voyez rien que ces 24 heures, à 64 000 nouveaux portefeuilles sur l'écosystème de VeChain. Voilà, donc on voit bien que là, depuis en fait début d'année 2025, ça ne fait que monter. C'est une ligne droite. Après, est-ce que c'est des bots? Parce qu'il y a eu cette question aussi, je me suis posé un moment. Puis d'autres personnes, hein, beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que c'est des bots pour profiter du B3TR qui créent des comptes à tirer l'arigot? Voilà, alors c'est une possibilité, clairement. Surtout que derrière, c'est vrai que moi, ce que je trouve dommage, c'est que sur VeChain, il n'y a pas vraiment de mouvement là. Sur le nombre de holders de VeChain, il n'y a pas grand-chose hein, qui se passe. Malgré les enchaînements de nouvelles, bonne nouvelle, hein, malgré le nombre de comptes, de nouvelles adresses, etc., c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau de VeChain directement. On ne sait pas encore couronné de succès, par contre sur VTHO et sur le B3TR, là ça explose. Donc c'est ça qui me fait dire, est-ce que c'est les bots pour profiter ou utiliser, voilà, pour gagner de la crypto en masse, mais ils font ça, à voir, à voir. Mais en tout cas, VTHO et B3TR, c'est vraiment littéralement en train d'exploser le nombre de holders. Bon, donc en tout cas, quoi qu'il en soit, le système, l'écosystème de VeChain est en train d'exploser, hein, que ce soit au niveau des partenariats, que ce soit au niveau de la plateforme VBTR derrière, on voit que c'est couronné de succès, on voit avec le nombre de holders de B3TR, le VTHO, le VeChain sont en train de subir une refonte, donc après, pour voir vraiment les vrais effets, il va falloir attendre un peu, c'est clair. Et puis surtout que là, c'est les premières mises à jour. Donc je rappelle que le projet Renaissance, il est sur 1 an et demi, donc, ou 2 ans, c'est-à-dire que jusqu'à l'année prochaine, 2026. Bon, donc peut-être qu'on pourra profiter vraiment de ce projet Renaissance et cette refonte de la tokenomique de VeChain l'année prochaine en fait. Bon, voilà. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vraiment, projet VeChain continue de tout tabasser, hein, clairement, sur son passage, sur tous les niveaux. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que là, avec la dernière nouvelle, on a eu le Franklin Templeton qui est rentré dans la course, enfin plutôt l'inverse, c'est VeChain qui rentre dans la course sur Franklin Templeton avec la plateforme Benji. Alors je rappelle que la plateforme Benji, c'est une plateforme de tokenisation, donc de moyens de paiement pour les entreprises, mais qui a déjà ce partenariat avec Ethereum, notamment Solana, Arbitrum, Avalanche, je crois. Voilà, donc c'est pas exclusif, je veux vous dire. Bon, c'est déjà le cas ailleurs. Donc en fait, VeChain, j'ai l'impression, est plutôt en train d'atteindre un niveau de standard sur ce plan-là identique aux autres, c'est-à-dire Ethereum, de reconnaissance Solana, machin, etc. Bon, ben ça, c'est vrai que c'est ce qui manquait à VeChain quand même au niveau de la reconnaissance. Bon, allez, je continue. Cette fois, je vais passer à Hondo Finance. Je commence avec un premier tweet de Hondo Finance indirectement. Donc, nous sommes excités d'annoncer qu'Hondo Finance a acquis, en fait, fait l'acquisition de Strangelove Labs, une entreprise donc de développement informatique. Tout simplement, donc l'acquisition, en fait, c'est là je ne fais que réciter ce que raconte sur son tweet Hondo Finance. Eh bien, l'acquisition en fait, de Strangelove Labs va permettre de développer pour Hondo tout l'aspect de produits et d'ingénierie, en fait, développement pour les infrastructures et justement l'apport du RWA sur la blockchain. Donc, Strangelove, donc là, c'est l'entreprise qu'ils ont acheté, apporte un passé donc record de développement de production à un niveau institutionnel, parfait pour mettre en place des écosystèmes sur les multiples blockchains. Voilà, donc ils ont bossé sur effectivement les SDK frameworks, les protocoles d'interopérabilité, enfin tout l'aspect technique, tout simplement pour créer et consolider une blockchain, tout simplement. Donc on voit que Hondo Finance, chaque semaine, vraiment, ça devient n'importe quoi. Et là, c'est pas fini. C'est-à-dire que là, ils ont annoncé donc un nouveau partenariat, en fait, dans, vous savez, l'alliance du Global Markets qui a un peu créé Hondo Finance, entre guillemets. Donc, il y a un nouveau, c'est Zodiac Custody, nouvelle entreprise qui a intégré cette alliance. Et donc, Zodiac Custody, attention, hein, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est carrément, en fait, une entreprise, une institution qui permet de stocker les assets, donc les actifs digitaux. Et tout ça, c'est derrière backup par, attention, Standard Chartered, Norton Trust,
SBI, carrément la Banque nationale d'Australie, rien que ça, et les Émirats, la banque de l'Émirat arabe uni, quoi. Bon. Donc, ouais, n'importe quoi. Enfin, j'ai envie de vous dire, plus légitime que ça, vous pouvez pas faire, quoi. Bon, donc c'est pas fini. Donc là, pareil, ils ont sorti les chiffres en fait de l'évolution de l'adoption des bons du trésor américains tokenisés sur la plateforme en fait de Hondo Finance avec le OUSG et le USDY, comme vous pouvez voir. Donc c'est un rapport en fait de Messari Crypto, hein, qui déclare effectivement que les bons du trésor américains tokenisés via Hondo, eh bien, ont dépassé les 1,4 milliard de dollars en fait depuis leur lancement en 2023. Voilà, donc vous voyez que là, c'est en 2 ans, on a vraiment fait péter les scores, clairement. Euh, Là, on parle d'un x10 déjà de performance en l'espace de 2 ans sur quelque chose qui n'est pas encore, on va dire, même connu par le grand public en fait. Et vous parlez de tokenisation d'actifs dans la rue, je vous promets, on va vous prendre pour un extraterrestre et un fou. Essayez, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là, quoi? Tokenisation, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, 99% de la population ne sait même pas ce que ça veut dire tokenisation d'actifs. Blockchain, pareil, déjà rien que ça, blockchain, testez qu'est-ce que c'est la blockchain, vous verrez, personne ne saura vous répondre. Peut-être 1% sauront vous dire ce que c'est. Donc pour vous dire qu'on est vraiment early en fait, on est vraiment très early, donc on a la chance de pouvoir assister à ça, on a la chance, les amis, vraiment d'avoir la connaissance et de comprendre qu'en fait c'est l'avenir, parce que bien sûr, on va pouvoir mettre nos billes dessus, hein, vous l'avez compris. Voilà. Après, ça va pas se faire du jour au lendemain, hein, faut pas rêver. Ça va être rapide, je pense, de mon avis, mais ça va pas être immédiat. Faut pas s'attendre à ce que d'ici la fin de l'année, bon, le RWA, ça passe un x100 et boum, quand même pas. Mais je pense que ça peut être, voilà, ça peut être quand même rapide sur aller entre les 5 et 10 ans à venir pour le RWA avant que ce soit vraiment, on va dire, acquis dans les mœurs, etc. Je rappelle que la courbe d'évolution de l'adoption du Bitcoin, on est à peine à 3%. Le Bitcoin est sorti à 14 ans. Voilà, bon. On a un peu un ordre de grandeur quand on fait le rapport par rapport à l'évolution d'Internet, l'adoption d'Internet, etc. Bon, allez, je continue, toujours sur Hondo Finance et le RWA, vous avez compris. Donc là, justement, c'est ce que je vous disais sur le potentiel en fait d'évolution du marché de la tokenisation d'ici 2033. Donc ça, c'est des projections, hein, bien sûr, vous l'avez compris, émises par Hondo Finance, comme on peut voir, alors, il y a Blockworks qui a bossé là-dessus apparemment, donc Strange Love Labs et tout, etc. Et donc, ce graphique, qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, il raconte tout simplement que d'ici, en fait, 2033, on va avoir une explosion littérale des chiffres, donc là, c'est en trillions de dollars. Vous avez compris, hein, là, on ne parle pas de milliards de dollars, on parle de trillions de dollars, c'est-à-dire de milliers de milliards de dollars. Donc le marché actuel, il est estimé à 0,6 trillions de dollars sur le RWA, tout secteur confondu. Donc vous avez compris que dans le RWA, c'est ça qui est intéressant, vous avez les fonds. Alors les fonds, j'imagine que c'est un peu ce qui est lié au stable. Ah non, les stablecoins sont écrits là. Alors je pense que ça doit être peut-être les fonds d'investissement, choses comme ça. Vous avez l'immobilier, donc real estate, c'est l'immobilier. Vous avez des autres alternatives d'investissement et de RWA. Vous avez les dépôts, les stablecoins, les prêts et les crédits. Alors ça, les prêts et les crédits, c'est un marché, je pense, qui va littéralement exploser dans les RWA, les stablecoins et surtout les smart contracts. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est les banques qui octroient des prêts. Donc vous avez un humain en fait qui octroie un prêt à un autre humain. Demain, ce sera les smart contracts, donc des robots, en fait, qui vous prêteront de l'argent. Et donc avec des garanties mathématiques derrière, de façon à ce que personne ne soit perdant vraiment dans l'histoire si la personne n'a pas les moyens ou si la banque ne peut pas prêter de l'argent. Voilà, donc j'avais donné un exemple la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, de Ripple et de son programme, ça est, sur les vaches, là. Enfin, c'était un projet en Afrique et justement, c'était si la température, en fait, dépassait un certain degré de criticité, au niveau de la température, la haute température, bien sûr, eh bien, on avait les smart contracts qui se déclenchaient automatiquement sur la blockchain pour allouer
des fonds directement aux éleveurs de vaches. Alors, ils appelaient ça comme, je sais plus comment ils appelaient ça, pour que justement bah, les éleveurs puissent acheter des pâturages en avance pour pas que leurs bêtes soient impactées. Voilà, donc ça, c'est l'utilité voilà, concrète de la nouvelle technologie blockchain, smart contract, liée avec justement le IoT, Internet of Things et tout. C'est que ça permet de déclencher des choses automatiques avec des fonds alloués en automatique via des capteurs d'environnement, tout automatisé, quoi. Voilà. Bon. Alors que si vous passez, s'il fallait passer par un banquier pour expliquer la situation, même pas en rêve, on vous alloue les fonds pour dire aux vaches, machin, enfin, bref. Imaginez déjà le bordel, hein. Enfin, bref. Donc voilà, on en est. Et donc le potentiel, vous voyez que là on a 0,6 trillions de dollars, et bien d'ici 2033, on passerait à 18,9 trillions de dollars. Une explosion nucléaire. Donc on n'est qu'au début, là vous comprenez qu'on est qu'au début du marché du RWA. Tout secteur confondu. Enfin, tout sous-secteur confondu. Bon. Allez, je continue. Donc, Ripple, cette fois, et le XRP. Et là aussi, donc, Ripple est en train de faire une entrée fracassante, en fait, dans le RWA avec le XRP. Et notamment, également, leur stablecoin, hein, le RLUSD. Et regardez, donc, quand même, le degré un peu de professionnalisme qui est en train d'intégrer la Ripple. Hein. Ripple vraiment commence à intégrer la cour des grands dans le marché financier, dans la finance institutionnelle, puisque vous avez Blue Chip. Donc Blue Chip, c'est une agence de notation des stablecoins indépendante, comme c'est marqué sur leur plateforme. Et donc, the highest weighted stablecoin en Blue Chip n'a jamais changé. Mais aujourd'hui, je traduis sur leur rapport, hein, mais aujourd'hui, ça a changé puisque le RLUSD est devenu en fait le stablecoin numéro 1 au niveau mondial de la part de RLUSD, de Blue Chip. Donc, ça veut dire que là, alors je clique dessus, hein, Blue Chip a même mis le RLUSD de Ripple au-dessus de Tether. Enfin, je rappelle qu'aujourd'hui, Tether, c'est des centaines de milliards de dollars qui sont brassés tous les jours avec leur stablecoin USDT. Et pourtant, bah, ils sont même pas premiers dans la liste, c'est le RLUSD de Ripple qui est devenu premier. Et donc là, vous voyez, ils expliquent aussi pourquoi. Hein. Ils ont des scores, donc il y a 0,91 sur la stabilité, 0,84 sur le management et 0,86 sur la gouvernance. Voilà. Donc en fait, le RLUSD est directement backup par le gouvernement américain quelque part, par le dollar américain. Et donc, il y a des preuves, il y a des audits, il y a des preuves qui déclarent qu'effectivement, le RLUSD est backup par de vrais dollars en banque. Et donc là, vous voyez les bons du trésor. Voilà, c'est les bons du trésor, des fonds du gouvernement du marché, des dépôts de banque, etc. Donc, effectivement, on voit que là, le RLUSD est vraiment à un niveau en fait, de conformité et de sécurité institutionnelle. Et c'est vraiment ce que déclare d'ailleurs Ripple à la réponse de cette notation. Bon, d'ailleurs, ils apprécient, bah, tu m'étonnes, hein, en même temps. Ils ont été classés number one, on ne peut que comprendre leur satisfaction. Allez, je continue, donc toujours là avec Ripple et le XRP. Donc Ripple, c'est associé avec OpenPayD. Alors, je sais pas comment on dit, c'est OpenPaid. Voilà. Pour, en fait, étendre tout ce qui est leur aspect de paiement transfrontalier. Donc on sait que le XRP, l'essence première du XRP, c'est d'assurer les paiements transfrontaliers. Et donc, eh bien là, Ripple a fait un partenariat avec une autre entreprise pour tout ce qui est l'aspect, cette fois, des euros et du livre sterling également. Et en direct avec également le minting et le burning, c'est-à-dire la création et la destruction de RLUSD, le stablecoin. Donc, toute une infrastructure en train d'être en fait créée pour permettre au niveau transfrontalier eh bien, de faire des transactions à partir du XRP, mais également aussi à partir et avec le RLUSD, donc le stablecoin. Donc on est vraiment en train d'assister à l'émergence avec Ripple hein, d'une entreprise qui va supplanter ou au minimum bouffer, clairement on peut dire comme ça, des parts du marché du réseau SWIFT bancaire. Allez, je continue toujours dans les crypto-monnaies, le RWA, donc journalducoin.com. Crypto-monnaies, les stablecoins sont la prochaine évolution de l'argent, selon les banquiers de Wall Street. Pas moi qui le dis, c'est les banquiers de Wall Street.
prochaine évolution de l'argent, l'adoption des crypto-monnaies est un sujet complexe car elle implique de nombreuses étapes. Néanmoins, la plus symbolique reste sans aucun doute celle enclenchée par les banques de Wall Street. Voilà. Maintenant, en fait, chaque banque veut son stablecoin. Alors ça va être, ça va être le bordel, hein, parce que si ils mettent tous à créer des stablecoins, on va jamais s'en sortir. Donc, mais on imagine que là, avec la guerre des stablecoins, il va y avoir les stablecoins qui vont survivre, ceux qui vont pas survivre, et seuls les meilleurs, un peu à l'image du Tether USDT, à condition que vous n'ayez pas fait n'importe quoi avec leurs audits et notamment, vous savez, leur réserve de vrais dollars. Donc, s'ils ont respecté tout ça, bah, ils resteront les leaders. S'ils n'ont pas respecté tout ça, ils vont couler. Ils vont emporter une part du marché crypto d'ailleurs avec, hein, je pense. Ce sera un tremblement de terre. Donc, espérons qu'il n'y ait pas ce genre de nouvelles. Sinon, je continue avec cryptost.fr, l'une des plus grandes sociétés de courtage américaines se lance dans l'immobilier crypto. 100% crypto. Et là, c'est pas le Mexique, hein. Non, non, c'est la maison de courtage Christie's International Real Estate. Vient de lancer une division dédiée aux ventes immobilières réglées exclusivement en crypto-monnaie. Attention, regardez bien ça. L'objectif, faciliter dès cet été les transactions de luxe sans banque. Je répète, sans banque. Voilà. Donc, la crypto-monnaie, le Bitcoin, ils sont en train, en fait, de faire ce qu'a fait, en fait, les mails, Gmail, à la poste. Voilà pourquoi on a la réponse noir sur blanc là. Blanc sur noir plutôt, pour le coup. Qu'effectivement, pourquoi les banques, elles ont été aussi réticentes vis-à-vis de l'émergence du Bitcoin et des crypto-monnaies pendant 10 ans, avant de finalement l'intégrer au point de vouloir écarter même nous, hein, c'est-à-dire le retail, la masse des crypto-monnaies pour pouvoir, elles, en avoir le contrôle en fait. Parce que c'est ce qui est en train de se passer là. Les ETF, c'est quoi? Les ETF, c'est une forme de volonté de contrôle de la part des institutionnels sur le marché crypto. Tout simplement. Entre autres, en plus de se faire du pognon au passage, hein, bien évidemment, mais entre autres, c'est ça. Mais là, voilà, on a un cas concret de pourquoi les banques, en fait, avaient peur du Bitcoin, avaient peur de la crypto. Parce que, effectivement, la blockchain, elle supprime les intermédiaires. Donc, dans l'immobilier, bah, quand vous avez également plus besoin de banques, vous n'aurez plus besoin de notaires. Vous n'aurez plus besoin de même d'avocats. Puisque tout sera transparent sur la blockchain. Et vous aurez tous les justificatifs de propriété sur la blockchain. Donc, fini les notaires. Les notaires, trouvez-vous un autre métier. Dans 10 ans, 20 ans, vous n'existerez plus. Voilà, fini la planque là. Allez, je continue. Hop, Cointelegraph France, donc Crypto 21 Shares, veut lancer un ETF spot sur le token Ondo. Voilà, donc là, bientôt, sur Farside Investor, on aura les ETF XRP, on aura les ETF Ondo, on aura, pourquoi pas, les ETF VeChain, mais alors j'y crois pas trop, parce que VeChain n'est pas encore connu vraiment sur l'aspect institutionnel, c'est plutôt le concurrent HBAR qui sera là. Moi, pour toi, HBAR, mais HBAR, c'est pas vraiment une blockchain, donc attention, je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo. Très bon projet HBAR, mais c'est pas totalement une blockchain, c'est encore une autre technologie pour moi. Bon, allez, je continue. Donc, vous voyez, ça fait que ça, toutes les semaines. Toutes les semaines, on voit que le RW est en train d'exploser. Et ça continue, et c'est pas fini. Dans un autre article, Coin Academy, Goldman Sachs, donc, qui est une des plus grosses banques mondiales, et BNY Mellon vont proposer des fonds monétaires tokenisés à leurs clients. Enfin, je sais pas, c'est fou quand même. Enfin, donc Goldman Sachs et BNY Mellon lancent des fonds monétaires tokenisés accélérant la désintermédiation de Wall Street et la fusion entre finances traditionnelles et blockchain. Et même pas besoin de commenter quoi. Voilà, c'est fini. C'est fini, ça y est, les crypto-monnaies, elles vont, dans 10 ans, ça va être, allez, 20 ans maximum, ça sera la normalité. C'est-à-dire ceux qui n'auront pas investi dans la blockchain ou qui n'auront pas mis leurs entreprises au fait de la blockchain vont couler. Pareil, je dis là, je suis de plus en plus convaincu qu'on va vers un effondrement de l'euro, du dollar, des monnaies fiat. Les personnes qui n'auront pas acheté de Bitcoin vont tout perdre en fait. Et tout comme celle ou l'or, hein, peu importe, l'or, le Bitcoin reste valable. Mais je pense qu'on vraiment toutes les personnes qui gardent leur argent uniquement sur un compte bancaire, je dis pas qu'il faut tout enlever les comptes bancaires, hein,
Je sais que moi j'ai un compte bancaire encore, j'ai des fonds là-dessus et tout, mais si vous diversifiez pas un minimum dans des valeurs refuges comme l'or, l'argent, maintenant le bitcoin, comme font les institutionnels, les entreprises, avec leurs fonds de trésorerie, eh ben, vous allez en fait vous faire éclater quoi, par la dévaluation de l'argent. C'est évident maintenant. Maintenant, c'est évident. Bon, bref. Allez, je continue. Là, je check un article de cointribune.com. Société Générale mise sur les cryptos. Soutien accru aux ETP de 21 Shares. Donc, le marché européen des actifs numériques entre dans une nouvelle phase, alors que la Société Générale scelle un partenariat avec 21 Shares. Objectif, améliorer la liquidité des produits négociés en bourse ETP liés aux crypto-monnaies dans plusieurs régions clés du continent. Même cette Société Générale s'y met, quoi. On croit rêver, hein, quand même. Bon, voilà, donc ce sera tout pour la crypto-monnaie. Vous avez compris que là, enfin, plus bullish que ça sur la crypto en général, on peut pas. Mais surtout, alors toujours le Bitcoin, hein, bien évidemment. Donc les crypto-monnaies les plus solides. Le Bitcoin en numéro un, l'or numérique. On le voit avec les capitaux qui continuent d'affluer sur le Bitcoin de la part des institutionnels, on l'a vu au niveau des ETF, mais également Ethereum. Donc maintenant, ça veut dire qu'on est en train d'arriver dans une altcoin season, à mon avis, où on va avoir de plus en plus eh bien, des capitaux qui vont s'injecter en masse sur Ethereum et aussi également en parallèle, par ricochet, sur les crypto-monnaies solides du RWA, vous avez compris. Et donc à éviter les shitcoins, hein, les mêmes coins, les blagues, tout ça, éviter parce que, enfin à mon sens, hein, éviter parce que, vous voyez, c'est trop, enfin c'est trop éphémère en fait. Il n'y a aucune, à part le Dogecoin et Shiba Inu ou autre, tout le reste, ça se fait éclater au sol rapidement quoi. Bon. Donc, c'est vraiment le RWA. Pourquoi? Parce que le RWA est en lien avec la finance traditionnelle et surtout la révolution de l'économie finance traditionnelle telle qu'on la connaît. Bon, avec la blockchain qui est insérée au milieu. Allez, je continue avec maintenant les actualités économiques, hein, rapidement, quelques actualités économiques que je trouvais intéressantes pour vous montrer, donc notamment avec leséchos.fr, Intel, Berlin pleure l'abandon officiel du plus gros investissement étranger jamais réalisé en Allemagne. Voilà ce que la gauche est en train de nous faire. C'est-à-dire que là, Intel avait indiqué il y a quelques semaines repousser de 2 ans son projet de Gigafactory en Allemagne. Il l'annule aujourd'hui. Le site en Pologne est également abandonné. De mauvaises nouvelles pour l'Europe. Pourquoi? Mais aujourd'hui, je vous dis, il faut être fou pour investir en Europe. Quand on voit la situation actuelle entre la guerre Russie-Ukraine, entre les problèmes énergétiques d'approvisionnement, puisqu'on a coupé les vannes avec la seule source pas chère d'énergie que nous procurait la Russie. Il faut vraiment être con quand même quand on y pense pour faire ça. Je sais pas, c'est comme si un humain, en fait, se privait d'aller à la rivière pour prendre de l'eau, alors que c'est la seule source qu'il y a d'eau pas loin, quoi. Bon, ce qu'on a fait, nous, l'Europe, quoi. Bon. Et donc, forcément, mais derrière, avec toutes ces raisons-là, en plus, il y a les tarifs douaniers de Trump, je rappelle, qui vont être en vigueur là dans quelques temps, donc début août. Bon, il va y avoir des impacts. Donc, forcément, les entreprises étrangères se barrent, hein, elles se barrent. Voilà. C'est c'est logique. Enfin, quand on pense une entreprise logique avec pas l'idéologie au milieu, forcément, on se pose des questions. La Tribune.fr, notre article en pleine restructuration, hop, Volkswagen voit son bénéfice s'effondrer. Bon, le groupe de Wolfsburg a présenté un résultat opérationnel en baisse d'un tiers au premier semestre. Il affiche une marge relativement faible de 4,2%. La réduction des coûts outre-Rhin bat son plein. 20 000 salariés ont déjà accepté de quitter l'entreprise. Donc, vous voyez, on en est quand même. C'est fou. L'Allemagne, c'est le fleuron économique de l'Europe. Donc, si eux, là, ils sont en train de couler, mais bon, bah, ça veut dire que l'Europe est en train de couler, tout simplement. Voilà ce que nous fait l'idéologie gauchiste. Bravo. Bravo à vous. Bon. Allez, je continue. Donc cette fois, j'ai passé alors la cours de l'or et cours rapidement un CAC 40. Donc là, je suis au cours du CAC 40. Alors les marchés boursiers continuent de tenir la route, on va dire, et même de faire des performances assez sympas. Alors bon, le S&P 500, c'est toujours le meilleur marché sur lequel investir en ce moment. Vous voyez que là, sur un mois, le S&P 500, on a 3,49%. Donc on a doublé les performances du CAC 40 par rapport au CAC 40 français.
Sur 6 mois, on va voir un petit peu. Donc, le CAC 40 est carrément en baisse et le S&P 500 a fait un plus 6,26%. Même le Nikkei japonais a fait un plus 4,78%. Et l'Euronext 33,3%, carrément. Bon. Donc, bon, on tient la barre encore. C'est-à-dire là, c'est pas l'effondrement boursier pour l'Europe et également le CAC 40 français pour le marché boursier, donc ça c'est bien. Mais est-ce que ça va continuer? Bah, ça, c'est une bonne question. Ça va dépendre en fait du contexte économique et géopolitique en Europe, tout simplement, bien évidemment. Et enfin, le cours de l'or. Pour finir sur le cours de l'or, et ben lui, cette semaine, il a baissé. Le cours de l'or a baissé cette semaine. Bon, on est quand même à 91 430 euros le kilo. Donc, c'est une baisse qui est passée de 94 à 91,5. On a eu moins 1,50% de baisse. Et sur le mois, là, par contre, sur le mois, on est à combien? Ça, on a toutes les temporalités récentes. Et là, par contre, sur le mois, on est à plus 1,74%. Donc, on voit que là, l'or, en fait, temporalise également. Là, il est sur un range entre 90 grammes le 24 carats et 94 à peu près grammes le 24 carats. Et ça, depuis quand même un petit moment, hein. Ça fait bien 3 mois, je pense, que l'or temporalise sur ce range-là. Effectivement, vous voyez, là, j'ai mis 6 mois. Sur un délai de 6 mois, on voit que l'or n'a pas fait grand-chose, en fait. Il est vraiment resté assez stable à des niveaux jamais vus, hein, clairement, faut le dire. Bon, bah écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, vous avez appris des choses surtout sur la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like pour soutenir donc la vidéo, ma chaîne également. Ça fait super plaisir d'avoir des likes, de vous abonner également. Plus on est de fous, plus on rigole. Et puis sinon, bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Allez, la bise, ciao, prenez soin de vous.